c'est un projet qui a été mis en œuvre en 2016 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il vise à promouvoir l'intégration des jeunes dans le circuit de production économique et à subventionner les accompagnateurs qui les amènent dans l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? Le FONIJ intervient au niveau du financement des projets des jeunes et le FONIJ subventionne également ceux-là qui sont chargés d'accompagner les jeunes. J'ai parlé tantôt du processus d'incubation et vous voyez donc qu'il y a toute une démarche, il y a la pré-incubation, la mobilisation du jeune, la sélection, la formation, il y a l'incubation proprement dite et il y a la post-incubation. Donc, c'est ce processus-là qui est respecté, qui est maîtrisé et le projet de mise en œuvre du Fonds national d'insertion des jeunes est l'un des projets du ministère de la Jeunesse spécialisé, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux implémenter le plan triennal spécial jeune prescrit par le chef de l'État en 2016 lors de son adresse à la jeunesse. Et vous me disiez tout à l'heure en off que le FONIJ, lui, n'est pas limité dans le temps, contrairement au plan triennal spécial jeune qui, comme son nom l'indique, a une durée de 3 ans, une durée triennale de toutes les façons. Comment ça va fonctionner après la fin du plan triennal spécial jeune? Le FONIJ, quel sort lui est réservé? Alors, il faut dire qu'avant le plan triennal spécial jeune, le FONIJ en lui-même finançait déjà les jeunes. Le FONIJ aujourd'hui a à son actif plus de 404 jeunes financés. 400 jeunes financés. Et ces jeunes sont aujourd'hui en activité. Maintenant, il y a des jeunes qui sont financés dans le cadre du plan triennal spécial jeune. Ici, il faut dire que tous ces jeunes, il y a des remboursements, il y a des échéanciers qui sont établis pour permettre à ces jeunes-là de rembourser la partie du crédit qui est remboursable. Ça veut dire que le financement qui est accordé aux jeunes, il y a une partie en subvention, il y a une partie de crédit à taux zéro et il y a une partie de crédit à taux bonifié de 8%. Donc les remboursements vont servir, n'est-ce pas, vont pérenniser ce projet-là de manière à ce que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Merci Monsieur Abdoul Karim Nassourou. Je vais vous permettre de vous rasseoir, juste le temps pour vous de respirer, de regarder cet autre reportage que je vous propose. C'est l'histoire de Gilbert Fou. Il est installé dans la ville de Ngoumou, dans la Méfoua-Kono, depuis 7 ans. Aujourd'hui, à la base, il était un ouvrier ou un manœuvre, comme on appelle trivialement, au sein d'une scierie. Maintenant, il est lui-même un patron et il emploie actuellement plus de 10 autres jeunes, plus exactement 15 jeunes. Je vous propose de regarder ce reportage de Clovis Chamabo, notre collègue de Sia TV Centre. Marié, père de 6 enfants, le natif de Bafout, dans la région du Nord-Ouest, est devenu un seigneur du bois après une dizaine d'années seulement à Ngoumou. Je suis arrivé ici à Ngoumou, c'est quelqu'un qui m'a amené. Au nom, monsieur, on l'appelle souvent Pasteur, monsieur Pasteur. Bon, il faisait dans le bois, le rail. Je venais donc, j'ai travaillé avec lui un peu de temps. J'ai découvert que pour travailler seulement avec lui, il faut que moi-même aussi je m'évolue. Et là aussi, je me suis donc commencé à me battre de moi-même. Je suis donc arrivé jusqu'à payer des machines, ce que vous voyez derrière moi comme ça là. Bon, employé aussi ma part de gens que je travaille avec maintenant là. L'ancien manœuvre de la scierie est devenu un patron d'entreprise. Sur ses fiches, 15 employés à gérer au quotidien en dehors des partenaires extérieurs. J'ai plus de 15 employés. Bon, je m'en sors. Si je ne m'en sortais pas, je ne devais plus être dedans. Bon, je m'en sors. Ça marche. Le métier du bois nourrit son homme. Du découpage à la transformation, Gilbert Fou s'occupe convenablement de sa petite famille. Avec le bois, je m'en sors. Bon, je conseille les jeunes qui peut entrer dans l'affaire de bois. Si entrer, il faut qu'il se mette le cœur. Il ne faut pas mettre le cœur, entrer dans le bois pour tromper les gens. Il faut être d'abord honnête. Il faut respecter tes clients. Si tu te mets à travailler, tu entres dans le bois, que tu es honnête, tu vas t'en sortir. Le bois, ça donne quand même. Grâce à ses épargnes, le jeune entrepreneur de bois a pu s'acheter un camion lui permettant d'aller s'approvisionner dans les localités voisines. Moi, j'achète le bois un peu de partout. J'ai mes voitures que je n'ai pas porté le bois, même un peu de. Même si on me propose le bois, ou que ça, quand ça m'intéresse, je pars là-bas, je pars, je paye, je charge dans ma voiture, je viens, je dépose. Je pars de Lama, de Ngomjap,
de Mbarmayo, Bancoumont, un peu de partout. Là où il y a le bois. Je vends à Yaoundé, je vends ici à Ngoumou, je vends un peu de partout. Là où quand quelqu'un vient, il passe sa commande, s'il a produit sa commande, là il veut que je parte avec, je pas les laisser ça là-bas. Pour Gilbert Fou, un minimum de sérieux et de confiance en soi est nécessaire à chaque jeune pour se réaliser. Quand tu es un jeune, tu ne te mets pas à travailler, le diable va entrer sur toi. Le diable va être le vol, le film de chambre, prendre des choses de touiller que ça ne s'appartient pas. Mais quand tu te mets à travailler, quand tu travailles déjà, quand tu rentres, tu es fatigué, il faut que tu te reposes seulement. Quand tu es encore jeune, il faut utiliser la force qui est sur toi. Il faut se mettre à travailler. Parce que si tu ne te mets pas à travailler, ne pense pas de manger. Parce que si tu ne travailles pas, tu manges que la nourriture la sort d'où. C'est quand on travaille, c'est là où on a faim, c'est là où on mange. Du nord-ouest au centre, le natif de Bafouth fait des envieux dans sa ville d'accueil. Mais c'est surtout d'exemples à copier. Good evening once again, ladies and gentlemen, and welcome to the Esplanade of the National Museum here in Yaoundé that is playing host to a special outdoor broadcast as we await the head of state's address to the youth. Now, we take you now to the southwest region where youth in that part of the country have been making great strides in projecting the Cameroonian culture at the national and the international scene as far as the film industry is concerned. Their passion for movie making has not only helped provide them employment, but has also earned them the national and international recognition. Now we have this report from Fim Bunui Ayise from the Southwest. Dans la région de l'Ouest, beaucoup de jeunes ont compris que la terre ne trompe pas. Voici l'un des plus audacieux d'entre eux, Alain Fotso. Passionné de l'agriculture depuis son enfance, il a osé se lancer dans une culture assez exotique, les fraises. Je me suis lancé dans l'agriculture il y a de cela 18 ans, après avoir été les classes en 3e. Et j'ai essayé de faire la différence. Pourquoi ne pas faire comme les Blancs? Pourquoi ne pas produire ce que les Blancs produisent chez eux, sur notre sol? Et puis j'ai commencé avec les fraises. C'est depuis 8 ans que je suis en train d'expérimenter les fraises. Aujourd'hui, la fraise n'a plus de secret pour lui. À Banjoun, où il est basé, il exploite 5 champs pour un total de 25 000 fraisiers, plantés en châssis ou en pleine terre. Avec son épouse, qui partage la même passion que lui, ils ont décidé de vulgariser la culture et de former les jeunes. Dans leur ambition qui n'a de limite que le temps, ils ont entrepris la transformation. Le vin de fraise est pour le moment le seul produit fini. Outre la fraise, il y a un florilège de spéculations plus connues qui font florès sur les terres fertiles de l'Ouest, à l'exemple du maïs. Dans ce secteur, un jeune s'illustre par ses productions. Tata Bakari, 32 ans. Au cœur du village Mandia, il a dompté des dizaines d'hectares de forêt. Grâce à son travail, il a noué un partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans l'optique de la lutte contre le chômage des jeunes. Ici, nous avons maïs, haricots, sur une superficie environ 35 hectares. Que je prenne les jeunes, comme vous avez vu, je les ai pris. C'est une façon de les attirer dans l'agriculture. C'est une façon de les faire comprendre que être motomane, être dans la rue, être au quartier, ça ne marche pas. Mais en faisant l'agriculture, en regardant ce que je fais et ce que je produis, par exemple cette année, vous allez voir qu'on aura au moins 30 tonnes. Chaque jeune doit revenir vers moi. D'ailleurs, comme ceux que j'ai formés, il dit, monsieur, je voudrais être comme vous. Les potentialités de l'Ouest sont si importantes que la région a été surnommée le grenier de l'Afrique centrale. L'une de ses forces, c'est le maraîchage, notamment la culture des tomates. L'illustration se trouve sur les berges de la rivière Kop, entre le Noun et l'Ondé. Ces hectares de tomates appartiennent à un jeune, Sali Seydou, qui a quitté son nord-ouest natal pour venir pratiquer l'agriculture. I started dealing with agriculture when I was about. J'ai commencé à aimer l'agriculture à 15 ans.
as I was about 15 years old, I was moving with my parents, seeing the way they were doing with Je voyais comment les parents faisaient. Ça m'intéressait beaucoup et j'ai décidé de m'y lancer. Aujourd'hui, je peux dire j'ai réussi et ça me plaît. Process and I struggle to make up with. Now I can say I'm really doing it. I'm enjoying it also. En guise de dessert, il nous est proposé des avocats. Nous allons les cueillir dans le verger de Ubaïd Peyoufon, 30 ans. Il a été initié à l'agriculture par son oncle, Imam Djikam. Ensemble, ils exploitent 10 hectares d'avocatiers, repartis sur 2 sites. L'agriculture, en principe, ça fait partie de... Ça participe au développement du Cameroun, donc ça nourrit son homme et ça participe également, n'est-ce pas, à la promotion de l'emploi. Je ne travaille pas seul, j'ai avec moi une équipe, n'est-ce pas, ce sont les jeunes qui travaillent, qui sont payés à la fin de chaque mois. Déjà, ils nourrissent leur famille à partir de cette agriculture, moi également. Avec les bonnes récoltes, Ubaïd pense déjà à la transformation locale. Il a retenu un site dans l'éventualité de la création d'une usine. Voilà 4 jeunes qui ont embrassé l'agriculture et qui démontrent que la terre est une source de richesses inestimables. Et comme l'a dit un célèbre contemporain, la terre ne trompe pas. Merci pour ce reportage de Sylvestre Jack depuis Siak TV Ouest. Nous accueillons un autre invité à présent, c'est un jeune également qui a fait des merveilles dans son domaine. Lui aussi, il a fait preuve de résilience durant la pandémie du coronavirus dans la fabrication des solutions hydroalcooliques. Il s'appelle Christian Achakale. Son invention lui a permis de remporter plusieurs lauriers, dont justement ce prix qui lui a été décerné, remis par la reine d'Angleterre. C'est un succès qu'il va nous expliquer tout à l'heure avec Kuntabiel Kiali dans ce plateau. Frank, at the start of this program, we told you that Cameroon is full of resourceful youth. And now one of them is here with me. His name is Christian Achaleke. Good evening and happy Youth Day in advance. Good evening and thank you for having me and happy Youth Day too. Thank you. Now, you got involved in the fabrication of hydroalcoholic gels. What prompted this? Well, when the COVID-19 pandemic started, my space of work is around peace building. Okay. Now, one of the things I realized was that there became scarcity of preventive materials, which hand sanitizer was one of them. Yeah. And when we also saw that most of those who are more affected by the pandemic were old people, and in a context where many people do not have access to resources to purchase, so we decided to start producing and giving for free. Because our thought was that people should not make money out of those who are afraid and dying during the pandemic. So we decided to launch a coalition of young people, and then we transform our office, which is normally for peace work, into a laboratory. And thankfully enough, we reached out to Minjek, and Minjek spoke to Ministry of Health, and that was how they tested our product and validated. And it was all about ensuring that in times of a crisis, we should not have another crisis, which we've seen before. And today we are proud that we have been able to produce over 100,000 bottles, which we've shared across the country in about 300 communities across the country. That's actually what pushed us, and that's how far we've been able to go. What's peculiar about this gel that you produce? Is it the same like the other gels we find in the market? Well, I think the peculiarity started from those who were involved in the process, which were young people. We're in a context where, despite every effort to put young people at the forefront, young people are still seen as troublemakers. Young people are still seen as the ones who are wayward. So the first thing was that we're trying to change the narrative, to say that in very difficult moments like this, when even governments are confused, young people can stand the gap, and to say that we are willing to work with you as a partner in the process, because we've been seen for time immemorial as just a process in development, not as key partners. So we decided not to ask
to be key partners, but we had to show that we're key partners. And the content for this, it's the WHO standard that we followed, which is not very different from what others have. But we had to focus to ensure that we had the best standard and ensuring that the alcoholic content was just what was necessary. And fortunately enough, Minsante had to approve this product which we produced. Now, you're just 26 and already you're trailing such a huge portfolio. You've won several international prizes. One of them is the prize awarded you by the Queen in 2019. Now, what did you do? What peculiar thing did you do to earn these distinctions? Well, first thing is, I'm not 26 any longer. Okay. So that was a while ago. Right. I'm 30 now. Okay. And in 2016, I was named the Commonwealth Young Person of the Year, which was an award from the Queen. This was as a result of the work which my organization, Local Youth Corner, and we have been doing around preventing young people from radicalization and violent extremism. Before that, we had worked extensively in the far north region of the country, and at the same time, we're just having the recent sparks in the northwest and the southwest regions of the country. So this recognition was actually to celebrate the work that we had been doing, especially around transforming prisoners. We came up with the concept Prisonpreneurship, where we are building entrepreneurs from prisons. For example, the clothes I'm wearing is actually made from prisons in the country. So, I mean, it is this kind of little but innovative work that we are able to do, which we believe that was not just to serve those who find themselves in that condition, but also would go a long way to build a better image for the country. I mean, it is with that thought that we were involved in all of this. Now, when you look at Cameroonian youth today, what do you think about them? When you look at them, what do you think about the Cameroonian youth? I think that we are very resilient. Okay. That despite the challenges we face every day, we are very peace-loving. You know, it would be very interesting for us to understand that if young people were really troublesome, as they say, we would not have been enjoying this relative peace that we have in the country, because we make up 70% of the population. So the few who are resorting to violence as a way of showing their frustration are very small. And I think that we need to keep thinking about the majority who are very peace-loving. So I feel that young people are very resilient in the country to an extent where they are able to be innovative. We just saw a young person doing tomato farming. At the same time, another one doing fishery. At the same time, where there are talks about the fact that there's little space for young people to show what they have. I feel that despite the fact that it is tight, we are doing our best to make use of the small resources that we have. You cannot imagine the little level of support that we receive, but we've been able to bring the same awards for the country, dozens of them, with the little support and the resources that we get. But my call is that despite the fact that we are this resilient, there's need to support us more. And that's why I was very happy that before you were talking about the plant training and all of that. I think many of such programs need to be amplified and has to go to the young people who really need it. I think those are my thoughts around that. So what are your projects this year? Well, for this year, one of the things that we really want to strengthen on is our work around supporting children who've been out of schools. In the far north, we started a project called the Salam Initiative, where the whole idea is re-educating children who have been out of school due to conflict. In the far north, we noticed that many children are being radicalized and recruited by Boko Haram because they lack access to school and they lack access to alternatives to violence. For the past 2 years, we've been working with them, and we've had amazing results. And we also want to focus around building trust between security forces, administrative authorities, and communities, because we realize that due to misconception, misunderstanding, fake news, and many others, the relationship between these different stakeholders in governance and the people is being strained. There's a need for us to rebuild that through sincere community-based discussions and platforms for people to collaborate. I think these are two key things that we'll be reflecting on this year and years to come. Thank you very much, Christian Chaleke. You're sure a success story to emulate, and we're inviting all youth out there to follow his example, and they'll be successful. Now we take you to the Southwest region, where youth have been making great strides in projecting the Cameroonian culture on the international scene
through the Cameroon film industry. Their passion for filmmaking has not only helped them provide employment, but has also earned them national and international distinctions. Let's follow this story by Fame Bunui Ayise. The Southwest region is home to amazing talents in the entertainment industry in Cameroon, with cinema at the fore. Young people burning with passion for filmmaking have since been taking advantage of the many opportunities within the Cameroon film industry to showcase their art while earning a living for themselves. Film, it's very, it has an audience. And many people today can learn a lot just by watching movies and getting entertained at the same time. So I am coming in from that form of entertainment, yet the didactic aspect of it, which is teaching people, which is being able to inspire people out there with true life situations in the most subtle and the most entertaining way. From the cast to the crew, there is a long line of film enthusiasts playing different roles in the film production chain. A makeup artist is there to make people look beautiful, to make people look presentable. The job of a production designer is to make sure that the colors are in check, the set is well arranged, and with the assistance of the set designer who helps to select the props and also helps to arrange and set up the place, and also with supervision from the director who want to see his vision in the way we set up the place. From every indication, the Cameroon film industry is offering a wide range of job opportunities for several young people in the region with great prospects for the future. Look around me, you see most young people of somewhat 18, 19, 20. I have a crew about, I think, 22. Member crew, the makeups are there, this is what they are working, and a cast of about 60 on a single production, which means I've technically employed about 85 persons. It is something that if the government decides to regulate it well, to put money into it, I'm not asking government to give me money, enact laws that are going to make us reap from what we are sowing today. It's everywhere. Already, several Cameroonian movies are making waves across the country and beyond. One of them is the highly acclaimed Cameroonian movie titled The Fisherman's Diary, with over 7 international awards, proof that Cameroonian cinema has changed levels. Mom. Papa. I work, Mama. I don't want to come up here. I don't believe I made this kind of thing happen for you. You know, go walk Bambi for somebody's house. Teacher Bibi, the way you feel side. Wrong go meet up. In the school. Immediately, Papa. And why waste time, sir? Papa, I'm into some picking the sing school song. I like her. You don't ever ask yourself the question about this picking the way they talk book. Now lazy picking them. Book, you know they do anything for woman picking. What are you doing here? Teacher, is it talking about it? One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Again, She's called Malala. We are a full-grown industry, and from the pace of The Fisherman's Diary and other Cameroonian movies are setting, I believe in the next 2 years, Cameroonian actors will be driving cars from film money and even paying their bills from film money. So those who want to come into the film industry, I'm encouraging them because this is a very, very fruitful time for them to come in. With many more young people getting interested in filmmaking in the Southwest region, it is certain this sector, if properly managed, can improve on the living standards of thousands of youth and by extension contribute significantly to the gross domestic product of the country as seen in other countries. La région du sud-ouest est ses génies du cinéma.
À ma montre, il est un peu plus de 19 heures passées de 10 minutes. Dans un peu moins de 50 minutes, nous allons donc suivre le moment phare de cette soirée. Le temps pour nous de vous inviter à une balade dans la région de l'extrême nord pour vivre les réalités du plan triennal spécial jeune dans cette région. Amélie Claude Frida, 24 ans, a pu donner des ailes à sa ferme avicole grâce au plan triennal spécial jeune. Claude Dikwa Blaouna également, qui est un couturier, file en ce moment du bon coton dans son atelier de couture grâce à cette initiative présidentielle. La balade est guidée par notre reporter dans l'extrême nord, Francine Djaba. Dans sa blouse blanche, droite dans ses bottes, parée pour la circonstance, Amélie Chaud de FIDA a rendez-vous tous les matins à la ferme avicole de Kongola pour s'enquérir de l'état de santé de ses poulets de chair. Là, je constate que ce poulet, il a un problème, n'arrive pas à bouger le cou. Là, c'est pas bon, il faut le séparer des poulets bien portants. C'est dans ce quartier périphérique de la ville de Marois que la native du Mayo Danaï a décidé de lancer son affaire. Entreprendre dans le secteur avicole. Je me suis inscrite au plan triennal jeune qui proposait aux jeunes d'établir des projets. Déjà, je faisais ça bien avant. Et voilà, j'ai été sélectionnée. Et entre-temps, c'était depuis 2017 que j'ai déposé le projet, le projet de financement et qui a abouti aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu des suivis, des formations allant dans le sens là. Même si elle y est depuis son enfance, Amélie Chaud de FIDA reconnaît que la formation reçue au CMPJ de Marois a fait d'elle une professionnelle de l'aviculture. Entrepreneur tenace, ingénieuse, ambitieuse, à 24 ans, elle a su se frayer un chemin dans cet univers concurrentiel, surtout dans une ville où le choix des populations pour la volaille est beaucoup plus orienté vers les poulets du village. Il faut attaquer le marché. Déjà, j'avais les clients cibles puisque j'ai déjà eu affaire dans le domaine. Je me suis déjà imprégnée dans le sens là. Je vais vers eux. Le résultat est plutôt satisfaisant. Point de but. Comme Amélie Chaud de FIDA, Dikwa Blaouna, lui, gère un atelier de couture. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique et les échecs au concours, il a vite compris qu'il fallait prendre sa vie en main. Mes aspirations d'abord étaient d'être enseignant. J'ai fait au moins 7 concours, ça n'a pas donné. J'ai décidé de me pérenniser dans cette activité. Maintenant, en 2015, j'ai été recruté comme formateur de jeunes au CMPJ. Une année plus tard, le président de la République lance le plan triennal spécial. Je me suis donc inscrit et j'ai été présélectionné. C'est donc dans ce cadre situé en plein cœur du quartier d'Omayo, au centre-ville de Marois, que le jeune homme de 31 ans, de fil à aiguille, met son talent au service des femmes, hommes et enfants. Je mets de la qualité dans mon travail. Je prends vraiment énormément du temps. C'est-à-dire pour gagner tous les autres. La plupart même de mes clients sont des responsables de haut rang. À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Amélie Chaud de FIDA et Dikwa Blaouna ont fait preuve de beaucoup de patience pour en arriver là. Il n'y a pas que la fonction publique. Le secteur informel paye même plus. Et j'envisage même recruter d'autres jeunes afin de les former pour qu'ils puissent aussi s'autonomiser demain. Il faut persévérer. Ce qui ne peut pas donner aujourd'hui ne veut pas dire forcément que ça ne peut pas donner demain. Ils peuvent compter sur l'État. Peut-être pas à l'immédiat, mais il ne faut pas perdre espoir. Ça peut donner un jour. Deux jeunes partis de rien font leur preuve dans l'aviculture et l'industrie d'habillement pour se faire un nom dans le monde des affaires grâce à leur ambition et aux efforts des pouvoirs publics à travers le plan triennal spécial jeunes qui vise à accélérer l'insertion socio-économique des jeunes, une priorité pour le gouvernement. Et ça fait plaisir, c'est plutôt encourageant pour tous ces autres jeunes-là qui espèrent un jour bénéficier également du plan triennal spécial jeunes. Nous avons accueillir sur ce plateau le coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse, M. Armand Mveme à Tangana. M. Armand Mveme à Tangana, venez nous retrouver. Bonsoir et bonne fête de la jeunesse. Bonsoir, merci. Vous êtes le coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse qui est, disons-le ainsi, le passage obligé vers le plan triennal spécial jeune. C'est bien ça? Absolument. Effectivement, dans le cadre de la mise en application du plan triennal spécial jeune,
l'Observatoire national de la jeunesse a reçu pour mission de mobiliser les jeunes, l'ensemble des jeunes, et peut-être même au-delà du plan triennal spécial jeunes. Et lorsque les jeunes sont mobilisés, c'est-à-dire qu'on leur a donné l'information, on les a sensibilisés dans le sens de les persuader pour faire des choix de filières, pour faire des choix de clusters, pour faire des choix en termes de villages pionniers. Lorsqu'on les a sensibilisés, on va les orienter et l'orientation va permettre de spécifier les filières pour lesquelles ils vont s'insérer. Nous avons également, dans le cadre de ce plan triennal spécial jeunes, une mission de référencement des jeunes. Elle consiste essentiellement en la mise en relation des jeunes avec un ensemble d'acteurs, des programmes, des projets d'utilisation qui apportent des solutions aux préoccupations des jeunes. Il s'agit de tout faire pour réaliser, avec le plan triennal spécial jeunes, les ambitions des jeunes. Et beaucoup plus aussi de rester cohérent avec les orientations gouvernementales en termes de priorité sur le plan du développement économique de notre pays. Alors, c'est quoi les données actualisées en ce moment de l'Observatoire national de la jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'au départ, nous avions une mission en termes de mobilisation d'1 500 000 jeunes. Nous sommes aujourd'hui à 994 993 jeunes qui sont déjà enregistrés à notre base de données. Nous avons plus de 11 500 services qu'on a offerts aux jeunes qui sont détenteurs de la carte jeune biométrique, qui est d'ailleurs un produit qui accompagne l'Observatoire dans la mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes. Nous avons aussi un ensemble de jeunes, c'est pour l'année 2020 qui s'achève, c'est environ 6 000 jeunes qui ont bénéficié des financements, des jeunes inscrits à l'Observatoire. Et nous avons aussi un ensemble de jeunes qui sont insérés dans les chantiers de volontariat. Ils sont à peu près 25 000 jeunes. Alors, est-ce qu'il y a une garantie de transparence dans ce processus-là? Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que l'Observatoire national de la jeunesse et les autres avantages qui sont liés au plan triennal spécial jeunes ne sont pas des faveurs d'un groupe de privilégiés? Bon, s'il faut parler de privilégiés, les privilégiés, ce sont plutôt les jeunes Camerounais. Parce que je le dis souvent, peut-être à regret, nous autres, quand on était jeunes, on n'a pas eu cet avantage-là. Donc les privilégiés, c'est l'ensemble des jeunes. Et s'il faut rentrer dans les éléments de gouvernance, la mise en place de l'observatoire et sa structuration dans un dispositif assez cohérent qui voudrait que dans un premier temps, on mobilise, puis vient l'orientement civique et moral, puis vient la formation qui donne accès au financement, puis l'accompagnement. Cette mise en cohérence permet qu'il y ait effectivement de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des risques de favoritisme, s'il faut dire au mot comme ça. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le principe est celui qu'on connaît, first in, first out. Ce qui veut dire que ce sont les premiers à s'enrôler à la base d'un observatoire qui accèdent également les premiers au financement. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans le processus d'accompagnement, certains jeunes manifestent des compétences, j'allais dire, initiales, qui leur permettent d'aller plus vite que d'autres. Parce que le financement est un aboutissement d'une maturation du projet. Alors, si un jeune s'inscrit en 2019, par exemple, et que, rendu au 31 décembre, son projet n'est pas mature, il ne peut pas bénéficier d'un financement. Un autre jeune peut quand même arriver, il s'inscrit en milieu de l'année 2019, c'est-à-dire au mois de juin. Et lorsque le comité de crédit siège, on trouve que son projet est déjà prêt, il est mature, cela va bénéficier. Ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il n'y a pas, j'allais dire, de risques de caste qui pourraient bénéficier du plan triennal spécial jeune. Bien au contraire, ce que nous voulons au ministère de la Jeunesse, ce qui est mis en œuvre dans ce plan, c'est que le principe est que chaque jeune qui est inscrit puisse bénéficier d'un financement. Et le financement, parfois, ce n'est pas seulement l'appui pour la création d'un projet. Il y en a qui bénéficient même déjà de l'accès à la carte jeune biométrique, qui leur accorde d'autres faveurs. Il y en a qui ont déjà bénéficié des formations. Nous avons plein de jeunes. Ils sont, s'il faut le compter aujourd'hui, ils sont plus de 7000 jeunes qui ont bénéficié des formations dans le cadre des métiers du pétrole, qui par contre coûtent parfois très cher. Et là, il suffit juste que le jeune ait sa carte jeune biométrique, qu'il fasse la demande et lorsqu'on étudie son dossier, il accède au service qu'il a souhaité. Alors, il n'y a pas de favoritisme dans l'enrôlement des candidats, mais il y a bien des secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, le domaine des technologies, des innovations, des TIC. Absolument. Et là aussi, c'est une très haute prescription du chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, c'est la recherche d'une cohérence d'ensemble. Et dans cette cohérence d'ensemble, il y a le numérique, qui est une priorité, il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a l'innovation. Bien entendu, d'autres services viennent, les services viennent, mais ce sont ces secteurs-là
qui sont prioritaires parce que lorsqu'on a élaboré le plan d'industrialisation du Cameroun, on a mis en place certains principes. Et c'est en fonction de ces principes, certainement, que ces orientations ont été données. Ce sont ces principes que nous respectons, que nous suivons dans le financement des projets des jeunes. Merci Armand Vemé Atangana, coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse. Je vous invite à suivre ce reportage de Martine Nwelndengue qui fait un peu le round-up des programmes et projets gouvernementaux et non gouvernementaux initiés pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes Camerounais. Martine Nwelndengue. Nous allons suivre ce reportage. Une vingtaine environ départements ministériels. Tous des jeunes du secteur informel. Il y a d'abord l'appui à la formation, un appui à l'organisation, et puis il y a l'appui le plus connu, l'appui au financement. On accorde des microcrédits aux promoteurs de l'informel qui oscillent entre 100 000 et 4 millions. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique abrite le plus grand nombre de ces programmes et projets, le plus emblématique étant le plan triennal spécial jeune avec son enveloppe de 102 milliards de francs CFA impulsé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en février 2016. À sa suite est né en 2017 l'Observatoire national de la jeunesse, plateforme qui réunit l'ensemble des initiatives jeunes. L'Observatoire national de la jeunesse accompagne les jeunes vers d'autres bailleurs de fonds, vers d'autres offreurs de services, vers d'autres acteurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons par exemple avec la carte jeune biométrique que nous avons mise en service. Cette carte permet effectivement aux jeunes d'accéder d'une manière au flux de la croissance. Les jeunes de l'extérieur ne sont pas en reste. Le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora Paris Jeudi a déjà accompagné à date 2700 personnes. Lorsque le jeune se rapproche de nous et qu'il a besoin de s'insérer en auto-emploi, nous l'aidons à identifier une idée de projet, à maturer cette idée de projet, à élaborer le business plan nécessaire pour le présenter aux différents partenaires financiers et nous l'accompagnons vers les guichets de financement. Le contexte actuel, marqué par la pandémie à coronavirus et les différentes crises sécuritaires, a vu naître d'autres actions comme la campagne spéciale de sensibilisation et de prévention de proximité contre le coronavirus ou encore le programme de réintégration sociale des ex-combattants des centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Malgré le contexte d'austérité, je crois que la jeunesse camerounaise a été très résiliente et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de ces programmes, nous avons des success stories. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui créent des entreprises pour employer d'autres jeunes. Il faut qu'il y ait des champions nationaux pour promouvoir le Made in Cameroun. On ne saurait oublier le PAGER-U, le programme d'appui à la jeunesse urbaine et rurale, le Youth Connect, la plateforme d'interconnexion de tous les jeunes où qu'ils soient. Et ce n'est pas tout. La cartographie des programmes ne cesse de s'élargir. The minutes are dying down. The head of state will soon be addressing the youth in about 30 minutes. We're all looking forward to that. While waiting, this 55th edition of the Youth Day in Cameroon is being observed within the context of restrictions imposed by the COVID-19 virus. Statistics indicate that the country has so far witnessed close to 500 deaths, and the government has continued to maintain anti-COVID measures as it appeals for a sense of responsibility from all. Cynthia Saptala spoke to some members of the team in Yaoundé who are ensuring that the barrier measures are being respected. She put together this report. In the country, with government's immediate measures announced as of March 2020, one laudable initiative aimed at assisting state efforts was that of this youth-led COVID-19 response team called Local Youth Corner,
With the outbreak of the pandemic, the organization, comprised of youths aged 15 to 35, launched a campaign in Yaoundé named Operation One Person, One Hand Sanitizer. We thought of how we could protect ourselves and people who are working for the institution. We discovered that the price of these hand sanitizers have tripled. One more of those people, those vulnerable communities who cannot afford. With the interest of attaining a vast majority of the population, especially the vulnerable communities, the local youth corner mobilized medical professionals and expertise, transformed an office into a laboratory for an increase in production. We are youth-led. We are an organization which is not health specific. We are not having health professionals. But to do this, we need health professionals, which means we need to build a team. We had a laboratory technician. We had 2 pharmacists, we had a water sanitation and hygiene engineer, we had 2 nurses and a medical doctor. These are a group of people, young people, who volunteered their services to the production of these hand sanitizers using the WHO recommendations. And I also like to mention that we mobilized young people across the 10 regions who intervened wherever we found ourselves. So we met young people who were ready to assist wherever we went to. To attain its objectives, over 2,000 young people were mobilized in 370 communities in all regions of the country in order to distribute 100,000 bottles, 3,000 face masks and washing soap. It was a solution-oriented initiative that while everyone was at home, afraid, and things were getting expensive, hand sanitizers were very expensive by then, so we decided to reach out to those who could not afford those sanitizers. So I think that it was a great opportunity for me, first of all, to serve my nation, and also to be part of a big vision. I was interested in involving myself in work that was being done by youth for the community. The decision to join the front lines in the battle against the spread of the virus nationwide wasn't without its fair share of challenges. One of the challenges was on packaging and transportation. Since as the project grew, there was a need to send to other communities out of the central region. We needed to use travel agencies to send, and the packaging. So far, we distributed over 60,100 milliliters bottles of hand sanitizers. We've done so in prisons, we've done so in medical facilities, in clinics. We've done so in IDP settlements, we've done so in refugee camps. It is a process which is ongoing. Online, we keep sharing our volunteers, which we mobilized. Though this young group of peace builders have received awards for past initiatives, the Operation One Person, One Hand Sanitizer obtained state recognition for their efforts made, a way of showing other youths that they too can contribute in this ongoing battle. Straight away, we take you to Studio 5 in Balatu for the bilingual bulletin presented by Sidwan Monkam and Yves Fomuso. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement.
yesterday, many today to waste today, but nevertheless it's never less. Oh, see the things have changed. I thought you knew, hey, but this world will never wait for you, dear. Before I got past time, so fighting, so hey, drop your guns and your souls, and let us live all as one, yeah. On in love and on. Drop your guns and your souls, and let us live all as one. Oh, pararara paparare, pararara paparare. I'll be waiting, yeah. I'll be. Pararara paparare, pararara paparare. I'll be waiting. I'll be waiting for you. Every people who's only sure, you only want to lose her. There is no matter color. I keep waiting for you, you know. I keep waiting. I keep calling. I keep waiting for you. You and you and you. I'll be waiting for you. Every people, precious only son, we only want to know that there is no matter color. I keep waiting for you, you know. I keep waiting. I keep calling. I keep waiting for you. You and you and you. And on my soul. De retour ici à l'esplanade du Musée national de Yaoundé pour cette retransmission en direct d'avant et après discours du chef de l'État. Je rappelle qu'il est 19h passé 38 minutes à ma montre. Vous comprenez donc que dans quelques minutes, nous allons suivre le moment phare de cette soirée, le discours du président de la République à ses chers jeunes compatriotes. Le temps pour nous d'entamer le deuxième tableau de cette retransmission. Vous savez, à côté des jeunes qui osent, émergent et étonnent, il y a ces autres jeunes-là qui immergent plutôt et inquiètent. Ceux-là sont plongés dans l'impasse des comportements déviants et dégradants, plongés également dans la fumée des drogues et autres substances psychotropes. C'est donc dans ce reportage que vous allez suivre d'Oswald Modung. Il passe un peu au scanner ces comportements déviants, ces cancers sociaux qui gangrènent la jeunesse camerounaise. Suivons plutôt ce reportage d'Oswald Modung. Jamais les cancers sociaux n'ont autant pris pour cible la jeunesse. Alcool, drogue, sexe et autres violences n'ont presque plus de secret pour les jeunes dans nos cités. Lieu par excellence du brassage des jeunes,
Ces vices ont trouvé en les établissements scolaires un terreau fertile à leur expansion. Les récits et les images pullulent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Devant une communauté éducative parfois impuissante, face aux agissements de ceux-là, supposés n'être encore que des enfants. Il y a beaucoup d'espaces dans nos établissements qui ne sont pas suffisamment observés. Je parle des arrière-cours des salles de classe, je parle par exemple des toilettes, je parle également des endroits par exemple insalubres qui ne sont même pas parfois défrichés. Et ce sont donc ces endroits-là qui se retrouvent être des endroits refuges pour ce genre de violence-là. Illustration ici, tout près d'un établissement scolaire de la ville de Yaoundé, juste à l'heure du passage des témoins, entre les élèves du matin et ceux de l'après-midi. C'est le terrain de jeu des petits caïds prépubères. L'espace Carrefour grouille de monde. Les élèves des différents établissements s'y côtoient tous les jours. Et c'est bien là que tout se passe, malgré la présence peu dissuasive d'un surveillant qui tente de disperser le moindre attroupement. Derrière un vulgaire vendeur de sucreries peut bien se cacher un dealer. Les adeptes des jeux de hasard profitent aussi du filon. Face à la naïveté des plus jeunes, il faut juste revêtir le costume de l'emploi et le tour de passe-passe est joué. Les substances illicites ont déjà des noms de code. Le caillou, c'est le nom de cette drogue qui fait planer aujourd'hui les jeunes dans nos lycées et collèges. L'alcool est plus que jamais la chose du monde la mieux partagée. Les charters et autres chillings en font d'ailleurs couler à flot. Et puisque drogue et alcool y conduisent inéluctablement, le sexe n'est jamais bien loin de là. Ces images amateurs, tournées en plein cours par un élève, ne laissent d'ailleurs pas de doute là-dessus. Au banc des accusés, la société. Je crois que la corruption qui fonde l'accès aux établissements scolaires, surtout les établissements publics, peut être l'une des causes de cette violence-là. Les heures creuses donnent lieu à des séances d'exhibition, conduites par des filles, des séances soigneusement orchestrées et mises en scène. La cour des récré est le lieu de tous les possibles. Sur terre comme en hauteur, la sentinelle n'est jamais bien loin. Le voisinage aussi peut révéler des petits secrets. Jouxtant la clôture de cet établissement scolaire, un jardin potager des plus ordinaires à première vue, mais qui recèle pourtant d'une plante dont les fleurs et les feuilles font le bonheur de certains élèves. C'est une violence qui a des fondements structurels et des fondements conjoncturels. La conjoncture étant l'avènement des réseaux sociaux et la structure étant le réajustement qu'il faut entre le milieu scolaire et les nouvelles réalités du monde contemporain dans lequel nous vivons. Sur la pente glissante, il est temps d'actionner la sonnette d'alarme pour une cote d'alerte depuis longtemps atteinte. Aux mœurs qui se dégradent et à la violence qui prend de l'ampleur en milieu jeune, une question centrale: comment détecter les premiers signes de danger chez nos enfants? C'est une question à laquelle va tenter de répondre Cheta Bilé dans cet autre entretien que nous vous proposons dans cette retransmission en direct. Bonsoir Cheta. Merci, bonsoir, et je suis avec l'officier de police Hugues Ateba Bena. Bonsoir. Bonsoir, madame. Les jeunes qui nous regardent préféreraient certainement que je dise bonsoir, tonton Ateba. L'heure est grave, paraît-il. Avec la drogue parmi nos enfants, c'est gâté jusqu'à comment? Ça a déjà cuit? Oui, l'heure n'est pas si grave que ça. Nous y travaillons. La compagnie spécialisée en charge des établissements scolaires y veille. Nous équipons le milieu scolaire pour essayer de le rendre accessible aux enseignements et que nos apprenants prennent les cours en toute quiétude. Vous êtes certainement du côté de vos petits-neveux qui aiment bien avoir des conversations avec vous, mais ce que nous vivons, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, est de nature à alarmer la communauté nationale et les parents. Nous avons d'ailleurs à cet effet préparé une vidéo. Oui. C'est une vidéo que vous connaissez bien parce qu'elle met en scène votre compagnie, la compagnie spécialisée de sécurisation des établissements scolaires et universitaires, face à un parterre parlant de la réalité sur le terrain. Je propose que nous regardions cette vidéo et puis nous allons parler vrai juste après. Et je vous déconseille de vous tenir seulement du côté de vos petits-neveux. Nous avons le stupéfiant qu'on appelle
le banga, le ta, le zuma, le gay, le yamo. Ici, nous avons la bille. Elle coûte 200. Et ici, nous avons le filon de cannabis qui coûte 100 francs. Ils ont, ces derniers temps, ramené cette herbe qu'on appelle ne me quitte pas, le bébé d'or. Le tramol étant déjà disparu sur le marché, nos enfants achètent de plus en plus le diazépam. Raison pour laquelle, quand vous allez fouiller dans les sacs de vos enfants à la maison, vous allez trouver toujours le diazépam conditionné de cette façon. Le saupoudrage généralement vient aussi en gaz, en forme de gaz. Raison pour laquelle vous allez voir des garçons de 13 à 17 ans avec des bouteilles vides dans le sac. Ce n'est jamais pour avoir de l'eau potable. C'est parce qu'ils achètent, pour ceux qui sont initiés, le saupoudrage à l'état gazeux. Et pendant que l'enseignant fait cours, lui il renifle. Et il dort. Ça c'est comme drogue illicite. Maintenant, les drogues illicites, c'est elles qui font plutôt la part belle. Comme tabac, on a déjà le tabac ordinaire, que tout le monde connaît, la cigarette. Et puis, ce petit démon, ça s'appelle la chicha. Ce qui est intéressant dans ce qui concerne la chicha, c'est la composition de ces arômes. Ces arômes, quand nous allons dans les snack bars, on dit on veut un arôme de menthe, de watermelon, de chocolat, de pâté, de tout et tout. Mais est-ce que quelqu'un a posé la question une fois, quelles sont les compositions chimiques de ces arômes? Sachez que celui qui a aspiré ce tuyau, dans ce tuyau une fois, a aspiré 20 bâtons de cigarettes. Comment est-ce que cette drogue entre à l'école? Pour les filles, vous avez des boîtes de menthol. Vous avez pour des garçons qui se sont drogués sur le chemin ou au retour de l'école, des parfums, des eaux de toilette toujours. Le cannabis est toujours emballé dans les sacs de ciment ou dans les sacs de farine. À quoi sert la Bible? On a dit tout à l'heure pour gérer le retour. Vous allez voir qu'il y a toujours une lame de rasoir à l'intérieur. Et aussi, au début, les 2 premières pages, les 2 dernières pages, un numéro de téléphone. Ce n'est jamais votre numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du dealer. C'est la même chose pour le Coran. Quels sont les signes de communication de nos enfants? De plus en plus, vous voyez dans vos établissements des garçons porter des lacets à la place des ceintures. Et ils laissent pendre expressément. La couleur rouge, c'est le feu rouge. Il n'y en a pas en stock. La couleur verte, c'est le feu vert. Venez vous ravitailler, il y en a en stock. La couleur bleue, le stock est fini, je vais me ravitailler. La couleur orange, dépêchez-vous, ça va déjà finir. Il y a ce démon qui est arrivé. Celui qui a pris un seul sachet de topo a pris 7 petites finesses. Voilà, tonton Ateba, on voit bien que la situation n'est pas aussi simple que vous avez voulu le laisser croire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'adjuger vos services pour accompagner nos jeunes dans les établissements et en famille? Est-ce qu'il y a des numéros, des contacts par lesquels on peut vous saisir? Voilà, la CESU, la compagnie spécialisée en charge des établissements scolaires, est saisie, peut être saisie à ces numéros. Monsieur le commandant de la CESU, au 655 97 56 50. Son numéro privé est 699 54 26 42. Le numéro de tonton Ateba, c'est le 695 02 23 56. Alors, le cas échéant, nous avons le commandant opérationnel du groupement mobile d'intervention, le divisionnaire Ekepao. C'est le 655 97 70 51. Merci, tonton Ateba. Merci, officier Ateba, d'être venu ce soir. Quintabel Kiale, Franck Evina, merci d'avoir accueilli quelques cheveux blancs et mon vieux sur votre plateau. Bonne soirée. Merci à vous, Cheta Bilé. Tout de suite et maintenant, une autre séance d'information, la dernière avant le discours du président de la République à la jeunesse, le bulletin bilingue de Yves Fomosso et Sidoine Monkam, en direct du Studio 5, en Baladeur.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. Bienvenue à cette autre édition d'information bilingue sur la CRTV. Bonsoir Yves. Good evening, Sidouane. President Paul Biya has granted audience to Central African Minister for Foreign Affairs, Madame Sylvie Baipo-Temon. She was bearer of a message from President Faustin Archange Touadéra that seeks to strengthen cooperation ties existing between both nations. Chief Unity Palace correspondent Ashuniente reports. On the eve of the Youth Day, the Unity Palace plays host to the Minister of Foreign Affairs of the Central African Republic. Madame Sylvie Baipo-Temon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Madame Sylvie Baipo-Temon is bearer of a message from President Faustin Archange Touadéra to his Cameroonian counterpart Paul Biya. The message is essentially to update President Paul Biya on the latest security situation in the Central African Republic. Cameroon is a major stakeholder in that country, given its large contingent of forces serving in the United Nations peacekeeping mission, MINUSCA. The message also seeks to reinforce economic cooperation ties between both countries that enjoy substantial economic partnership. A large amount of goods moves from Cameroon to that country, passing through the Douala-Bangui corridor. It is on a satisfactory note that the Central African Foreign Minister leaves the Unity Palace. In roughly 9 minutes, the head of state will address youth. In order not to miss out on any articulations in today's speech, youths from all walks of life have adjusted their programs, cancelled all rendezvous to follow with keen attention the head of state's address. As Beatrice Ngum reports, most of them know where they will be at the time of the speech. Beatrice? It is February 10 again, but this time the stakes are different. The president will address the youth in a COVID-19 context. We need to respect the barrier measures put in place. So it's going to be home with my family. I have no choice than to watch it online since we can't go out to watch it by the streets. I'll be watching the speech with my friends, and we'll be expecting to hear things that will favor the youth. At the youth village and in other institutions of higher learning, special measures have been taken. Some youths will be at the youth village tonight to listen to the head of state's message to the youth, and this, of course, in strict respect and compliance with the barrier measures. We organized a ceremony in the Amphi 500 where we invite all the students together. We listen to the president's speech. Other youth will follow the address from home. My expectations, of course, is for the president to galvanize the youth, to make them know that they are the future of tomorrow and that they have a central role to play in the development plans he has for the country. The year being a particular one, we are in a post-COVID year, so I expect the head of state to bring a message of hope for the youths. Basically, youths from all walks of life will be glued to their TV sets and other online platforms to watch and hear what the head of state has in stock for them. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'adresse à ses jeunes compatriotes dans moins de 10 minutes maintenant. Un message à suivre tout à l'heure à 20h sur l'ensemble du réseau CRTV. Les jeunes principaux destinataires de cette adresse présidentielle sont impatients de vivre cet autre grand moment de la vie nationale. Ils ont confié leur état d'esprit à notre reporter, Daniel Menanga. C'est un 10 février pas comme les autres, puisque tout premier sous l'ère crise sanitaire au Covid-19. Du coup, comme actuellement, il n'y a pas de défilé, on va juste suivre le discours du Père. On attend on continue à suivre ses conseils. Chez moi, parce que pour fuir les bruits, être concentré et pouvoir respecter les mesures de barrière. J'attends le chef de l'État à la maison, étant à la maison. Disposition particulière pour le rendez-vous avec le Père de la Nation. Au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques, nous avons prévu des projecteurs en salle au niveau de l'amphi 500 pour pouvoir diffuser déjà le discours du chef de l'État, mais aussi faire un décryptage. Dans du discours du chef de l'État, c'est surtout un état d'esprit. Un message galvanisateur, un message de mobilisation de la jeunesse. Un message qui rappelle à la jeunesse la place centrale
qu'ils ont dans son dispositif de développement de la nation. Pour que le message présidentiel porte mais très haut, toute une armada est mise à contribution. En respect des mesures barrières, le nombre de jeunes invités à cette soirée spéciale d'écoute du message du chef de l'État, le nombre est réduit. Pour cette édition, nous avons créé un village numérique, villagejeunesse.cm. À ce soir, dès 18h, sur les antennes audiovisuelles et sur la plateforme digitale de la Cameroon Radio Television. Parti de Cameroun-Nigeria, HCR, suivi d'une visite au camp des réfugiés. Retrouvons Augustin Gizana Minawawo, l'envoyé spécial de la CRTV. Ils éprouvent le désir de retourner au Nigeria, après avoir fui les exactions terroristes de Boko Haram. Ici, au camp de Minawawo, ils sont près de 70 000 réfugiés. De manière volontaire, 5 993 se sont fait enregistrer auprès du Haut-Commissariat des réfugiés. Les modalités de leur départ ont été définies au cours d'une réunion tripartite à Maroua. À la faveur de l'accord tripartite qui a été signé, c'est un processus graduel qui va commencer suivant le calendrier qui sera arrêté de commun accord, mais c'est un calendrier qui ne sera pas long. Le premier contingent quitte à la fin du mois de février 2021. La population concernée exulte. C'est depuis 2013 que ces réfugiés nigérians se sont installés à Minawawo. The report from Augustin. For watching the head of state address to youth follows at 8 p.m. Sidwan, happy